Bonsoir, bonsoir. Il parle trop. Il est raciste, prétentieux et facho. Un bon français en un seul mot. Chers amis, je suis fort aise de vous retrouver. The Good Post 25 est enfin arrivé. Et ouais, ça faisait longtemps que vous m'attendiez, mais je suis là comme chaque semaine, après 6 jours interminables et un vendredi qui semble ne plus pouvoir se finir, dont les dernières minutes de la journée semblent finir dans l'éternité cosmique de l'espace. Là-bas, que dans les étoiles. Non, je vais pas commencer à délirer sur l'espace et sur les astronautes, puisque ce n'est pas du tout l'ambiance. Il faut que je fasse des blagues qui ont quelque chose à voir avec le film, avec le truc. Il faut rester dans le contexte, il faut arrêter d'aller à gauche, à droite et de partir dans tous les sens. Non, bien sûr, vous savez très très bien que je vais le faire et que je vais le faire sans aucune retenue. Donc le film d'aujourd'hui s'appelle Les Brigades du Tigre. Il est réalisé par Jérôme Cornuau. Il est sorti au cinéma le 12 avril 2006 et je l'avais vu, non pas au cinéma malheureusement, et oui malheureusement, parce que je vais parler d'un film français, c'est rare, mais je vais parler surtout d'un film français qui pour moi est un peu un paradoxe. Pourquoi ce film n'a pas marché, ou moyennement marché, ça reste pour moi une question. On bat les couilles, frère. Parce que oui, Les Brigades du Tigre, ce film de 2006, avait eu un budget de 17,8 millions d'euros, ce qui est un budget correct, mais qui pour de la reconstitution, honnêtement, c'est pas énorme. Hein. Sachant que c'était un gros blockbuster à la française pour l'année 2006, Les Brigades du Tigre étant une série de 74 à 83 exactement, qui a eu un vrai succès à l'époque, un vrai succès d'estime, et qui avait apporté un charme suranné et un regard indirect sur l'histoire de la France qui était beaucoup apprécié. Vraiment une série à succès pour le coup. Je vous parle de milieu des années 70, début des années 80, à l'époque où vraiment la série télé c'est un domaine qui est américain. En France on a quelques feuilletons qui survivent, mais dans l'idée, faut pas se faire d'idée. Hein. Les séries françaises étaient vraiment tout autant en difficulté qu'aujourd'hui pour exister, pour proposer une approche différente. En fait, elles n'avaient pas trop le choix parce qu'elles n'avaient pas forcément les moyens. C'était la même réalité qu'aujourd'hui. Et au-delà de ça, c'était aussi une incompréhension peut-être pendant un moment dans les productions françaises à s'adapter à un public plus jeune, à un public, ou tout simplement un public qui avait l'habitude de voir un cinéma très efficace, le cinéma hollywoodien. Le nouvel Hollywood était en train de se casser la gueule aux États-Unis, mais des réalisateurs comme Steven Spielberg étaient en train d'arriver et de tout péter, d'amener le cinéma à encore un autre degré d'entertainment. Et le cinéma français était déjà en retard, mais alors la télé française encore pire. Si ça continue, je crèverai ça. Parce que oui, le grand écart qui existe encore aujourd'hui, même s'il y a des séries françaises qui tirent leur épingle du jeu et que Netflix a ouvert des portes qui ont été utilisées plutôt avec brio, je vous renvoie à la série Marianne qui n'aura pas de seconde saison, mais dont je pense le plus grand bien et qui, à mon avis, sur bien des points, était une série française vraiment intéressante et qui montrait une voie intéressante pour les séries françaises, notamment dans le développement, dans la qualité de ce qu'elle pouvait proposer, même s'il y avait des défauts. Encore une fois, je vous renvoie à mon podcast sur la série. On a quand même des choses qui commencent à rivaliser en termes de fond, en termes d'intensité. Est-ce que c'est régulier? Non. Est-ce que les séries américaines dominent clairement le sujet? Oui. Ils ont toujours un temps d'avance, et c'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une culture de l'écriture, notamment le temps d'écriture qu'on laisse sur les séries. Mais je reviendrai sur ce sujet-là dans un autre podcast, on n'est pas là pour ça. Grosso modo, j'ai envie de vous parler d'abord un petit peu des Brigades du Tigre. La série d'origine, on va procéder par étapes, comme je vais vous faire une petite présentation des Brigades du Tigre, de la série. Ensuite, je vais vous parler un petit peu du contexte dans lequel le film s'est fait, et vous parler un petit peu de Jérôme Cornuau, le réalisateur des Brigades du Tigre de 2006. Enfin, il y aura la news. Aujourd'hui, on va parler de Warner Bros. Qui vient d'annoncer une news littéralement coup de tonnerre, hein, un ouragan. On est en train de tous valser tellement le monde de l'audiovisuel vient de prendre une claque. Non, je déconne, mais c'est un gros truc quand même. Ça donne à réfléchir. Je vais vous passer mes réflexions sur cette news. Donc sur Warner Bros. Qui va mettre grosso modo tous ses films au cinéma et en streaming en simultané. Selon des conditions, on va en parler, on va réfléchir là-dessus. Je ferai l'analyse donc des Brigades du Tigre, et notamment j'essaierai de comprendre avec vous, parce que j'ai pas forcément de réponse toute faite, pourquoi le film n'a pas marché, plus que ça, et pourquoi c'est un film qui a si peu d'estime encore aujourd'hui.
Franchement, pour moi, c'est une vraie question. Oui, je sais, il y en a beaucoup qui sont en train de faire des syncopes, mais c'est une réalité. Dans la question, elle est vite répondue. Je vais vous parler rapidement d'un tout petit truc qui m'arrive en ce moment, qui est assez sympa, qui est lié à la chaîne Instagram Cinéma Vie, si je dis pas de bêtises. Et je vais vous en parler tout de suite. On fait un petit truc ensemble, ils m'ont proposé avec très gentillesse de faire un petit job avec eux. Donc voilà, j'en vous en parlerai. Et puis on abordera la conclusion en essayant de comprendre pourquoi les Brigades du Tigre c'est très bien et pourquoi bizarrement ça marche pas. Parce que oui, il y a plein de films très bien qui marchent pas, hein. Ne croyez pas que le succès est un signe de qualité artistique. Vous êtes trop intelligent pour ça, évidemment. Ouais, c'est cool. Ou c'est minable. Ah oui, c'est minable. Tu as été minable. Les Brigades du Tigre est une série qui a été créée par Claude Desailly, qui a été commencé à être diffusée le 21 décembre 1974 et qui fut arrêtée pour son dernier épisode original le 11 novembre 1983, mais c'est une série qui a été diffusée très largement jusqu'au milieu des années 90, sans trop de problèmes à la télé, et qui a eu un bon petit succès, et qui doit être encore diffusée. Hein. Je ne serais pas surpris qu'aujourd'hui il y a encore des séries, des chaînes françaises pour les diffuser. Là, de Wikipédia, on dit que notamment la série a été diffusée sur TMC en avril 2006. Bref, c'est pas si surprenant. Pourquoi cette série déjà qu'est-ce que c'était cette série? C'était une série qui parlait de la brigade mobile, un nouveau type de police qu'avait inventé, si je ne dis pas de bêtises, Georges Clemenceau. Ça, je crois que c'est historiquement vrai. Et l'idée de Claude Desailly, ça a été grosso modo d'intégrer les personnages à la brigade mobile, les personnages principaux, le commissaire Valentin et ses deux adjoints Pujol et Terrasson, pour grosso modo enquêter souvent sur des cas, deuxième grande idée, liés à des personnages historiques, à des faits historiques. Donc la série était une sorte de regard un peu en arrière sur des faits historiques qui s'étaient passés en France, avec un ton assez particulier, puisque c'était assez léger. Il y avait un humour et un contexte historique assez sérieux, mais au final, la série est assez légère et basait beaucoup de son intrigue sur l'humour, ne traitant l'histoire qu'avec un sérieux indirect, puisqu'elle était grosso modo liée à l'histoire de France, notamment se passant avant la Première Guerre mondiale et après la Première Guerre mondiale pour les saisons 4 et 5. Parce que oui, c'est une série qui a très très bien marché, qui a fait 36 épisodes de 55 minutes et qui a connu 6 saisons, ce qui pour l'époque était une belle réussite, mine de rien. Et qui a failli avoir une 7ème saison que Claude Desailly avait écrite, mais pour la petite histoire, Antenne 2 à l'époque, donc l'ancienne France 2, avait choisi de ne pas la renouveler, et Claude Desailly de toute façon ne se sentait pas d'emmener les personnages au-delà du début de la Première Guerre de la Seconde Guerre mondiale. Il ne voulait pas rentrer dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Bref, voilà, vous connaissez un petit peu mieux cette histoire. Alors, cette série, grosso modo, la série s'est fait connaître par son trio d'acteurs principaux, Jean-Claude Bouillon qui jouait Paul Valentin, Pierre Maguelon qui jouait Marcel Terrasson, et Jean-Paul Tribou qui jouait Gustave Pujol, qui avait une vraie alchimie ensemble, qui était très sympa. Je vais caricaturer en disant que Valentin c'était un peu le rusé, le leader de l'équipe, le séducteur, le chef, mais en même temps qui était vraiment complice de ses deux potes. Terrasson, c'était un peu le Périgourdin avec un gros accent, mais qui était très costaud, comme ça, le physique de l'équipe. Et Pujol, c'était un peu le second, on va dire, de Valentin, qui était un peu plus le rusé, celui qui était notamment spécialiste du déguisement, qui était un peu plus malin aussi que Valentin, et Valentin l'envoyait souvent faire des trucs du genre, faire des missions en filature et en déguisement et tout ça, bref. Donc vous avez compris un petit peu le trio. Mais les acteurs s'entendaient vraiment bien, en tout cas ils donnaient une très belle alchimie à l'écran, et ça aidait beaucoup la série à avancer. La deuxième chose, c'est comme je l'ai dit, c'est que la série faisait des retours sur des faits historiques avérés, et donc donner une sorte de réalisme à la série. Pendant longtemps, les gens étaient convaincus que cette brigade mobile non pas que la brigade mobile avait existé, elle a existé, mais que les Brigades du Tigre, le nom de cette équipe spécifique, avaient réellement existé, hein, à cause de cet effet-là. Et je ne serais pas surpris que Claude Desailly et les producteurs d'Antenne 2 à l'époque aient laissé planer le doute exprès, en se disant les gens ont l'impression de mater une série historique, tant mieux, c'est très bien, sachant que la série ne déformait pas les faits historiques, elle mariait ces intrigues à ça. Voilà, donc c'est pas super éthique comme principe, hein. Il y a un petit côté je te fais croire un truc, je te vends du lard pour du cochon, mais en même temps, comme je dirais à l'époque, personne n'avait du problème avec le hallouf. Oui, c'est très raciste ce que je viens de dire, mais comme Les Brigades du Tigre est vu comme une série un petit peu franco-française, et quand même nos trois personnages s'appellent Valentin, Terrasson et Pujol, je me dis que je peux me permettre un petit peu de racisme bien placé. On n'est jamais à un truc prêt pour rigoler ensemble. Taisez-vous!
Les Brigades du Tigre, c'est une série qui a vraiment eu un beau succès, notamment aussi grâce à son générique, la fameuse chanson que j'ai salement salie dans le générique de ce podcast numéro 25, de ce Good Post. Mais voilà, c'était une série... Moi-même, quand j'étais gamin, je me souviens avec mon frère, on la chantait, quoi. C'était une petite chanson guillerette, sympathique, et qui, grosso modo... correspondait au ton de la série qui était vraiment basé sur des intrigues policières certes sérieuses, mais grosso modo l'humour entre les trois personnages, leur complicité et un humour constant et léger, et avec un petit charme, j'ai oublié de donner cet élément mais c'est important, un petit charme suranné. La série se passant au début du XXe siècle, ils avaient eu l'intelligence de récupérer des voitures donc, de l'époque, et c'était devenu quasiment un symbole de la série, ces fameuses voitures-là. Aucune autre série n'a su en France prendre cette époque-là à bras-le-corps et en faire son identité, ce qui a été vraiment le cas des Brigades du Tigre. C'est très fort, hein, c'est pas... J'avais envie de vous en parler parce qu'il n'y a pas beaucoup de séries qui ont réussi par la suite à reprendre cette période-là et à autant la magnifier, dans le sens à l'incorporer à l'identité de la série. À vue de nez là, j'ai pas de série française qui a réussi à reprendre cette période-là avec autant je pense, de caractère, oui, franchement. Et tout ça, ce petit charme suranné, ce côté léger, ce côté historique français, ce côté héros français aussi, parce que oui, il faut le dire, hein, je l'ai sous-entendu avant, on avait pas mal de séries américaines à la télé qui, dans le même temps, cartonnaient. J'en passe et des meilleurs, hein, que ce soit, là les exemples que j'en tête, c'est Magnum P.I. par exemple, qui date de la fin des années 70, qui est arrivé à ce moment-là et qui cartonnait. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Il y avait beaucoup de séries hein, dans des fins des années 70 qui vraiment marchaient en France. Il y avait Canon, Manix, qui marchait énormément. Là, je ne veux pas me tromper dans les périodes, parce qu'à partir de du milieu des années 80, il y a Stephen J. Cannell arrive, et lui, il va vraiment changer la donne. Du coup, j'ai pas envie de me tromper en citer une de ses séries, parce que lui, il va vraiment transformer un peu le rapport des Français aux séries télé. Ouais, mais là, j'en ai dit trop. Vous êtes en train de vous demander de qui je parle. C'est qui Stephen J. Cannell? Alors, vous allez comprendre un petit peu. On a eu des séries qui, je trouve, en termes d'écriture, étaient assez frondeuses, notamment, comme je parlais de Manix, je parlais notamment de Magnum P.I., qui était une série basée sur un détective qui revenait de la guerre du Vietnam. Donc, bref, c'est des séries qui, sous couvert des séries assez classiques, typiquement des séries des années 70-80, c'est-à-dire un héros confronté à des enquêtes. Souvent, c'est un homme d'action, un mec classe, qui peut avoir ses petits soucis et tout ça, qui peut avoir de vrais problèmes bien écrits d'ailleurs dans la plupart de ces séries-là, mais qui en parallèle revit grosso modo chaque épisode la même chose, une nouvelle intrigue, une nouvelle femme à séduire. On est vraiment dans des classiques très forts de cette période-là, Magnum étant un classique de chez classique à cette époque, le héros étant un américain, souvent basé sur une zone géographique précise, puisque c'est des séries télé qui étaient diffusées sur le câble, souvent aux États-Unis, et qui donc cartonnaient grâce au câble. Vous remarquerez par exemple que Magnum P.I. c'était plutôt le héros version Hawaï, et qu'il a eu beaucoup de succès parce que voilà, il ressemblait au héros de guerre américain et que la série a réussi son coup, mais dans l'idée ils avaient clairement visé géographiquement où ils voulaient que ça cartonne, la Californie, bref, vous voyez un peu l'idée, le côté ensoleillé américain. Vous aviez dans les terres un côté un peu plus mexicain, vous aviez Matt Houston, qui, voilà, dans le nom déjà, vous savez que c'était Houston au Texas qui était visé, hein, il faut pas se leurrer. Où le mec était supposé être une sorte d'alliance entre le Texan et un petit côté bronzé, classe moderne du début des années 80. Je ne vais pas citer 70 exemples, mais vous comprenez l'idée. L'idée, c'était de vraiment choisir un public à chaque fois cible et essayer de l'accrocher selon une zone géographique, selon un style de vie. Il y a des séries dont, moi, perso, il y a une série qui s'appelait Simon et Simon, où encore aujourd'hui, et même quand j'étais gamin, je me disais ils sont gays, donc c'est une série qui pour moi visait les gays. Je dis n'importe quoi, je m'en souviens pas assez, mais j'avais vraiment cette sensation. Alors, est-ce que c'est un gros cliché parce que quand j'étais gamin, j'étais un gros homophobe de merde? Possible, tout à fait possible. Avec des gros clichés hyper lourds dans la tête, tout à fait possible, hein, et c'est de ma faute, hein, ça n'a vraiment pas de mon éducation. Mes parents n'ont rien à voir là-dedans, hein, je vous rassure tout de suite. Mon cerveau était pourri déjà à la base, mais tout ça pour dire... voilà, vous comprenez un petit peu l'idée. Je pense pas insulter ces séries en disant qu'elles avaient un objectif de public, mais elles étaient plutôt écrites, je trouve. Il y avait parfois, pas toujours, mais parfois un fond intéressant comme le traumatisme de guerre chez Magnum. Enfin voilà, il y a des tas d'exemples, c'est vraiment trop long pour les expliquer. Donc je reviens vers Stephen J. Cannell. Et oui, encore un détour, vous adorez ça. N'hésitez pas que vous écoutez pas The Good Post pour cette raison, je sais.
que vous mentez. Chin chin à la tienne. Aïe 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 aïe, devinez qui déboule. Stephen G. Cannell, c'est qui? Eh bien, c'est grosso modo un scénariste-producteur qui, dès début des années 70, va arriver avec des séries qui vont grosso modo être beaucoup plus frontalement des séries clichés, et il va essayer pendant des années de trouver la bonne formule. Il va avoir des séries qui vont bien marcher, que je ne connais pas, que je n'ai pas vues. Mais le premier succès en France, c'est la série Ralph Super Héros, qui était une parodie de super-héros, plutôt marrante, plutôt comique. Beaucoup de gens s'en souviennent encore aujourd'hui. Mais en France, on va commencer à vraiment connaître Stephen G. Cannell avec sa série phare, en tout cas en France, j'insiste, The A-Team aux États-Unis, l'agence touriste, basée sur des anciens soldats devenus renégats de l'armée et qui aident à chaque épisode des gens face à des méchants riches. C'était un archétype de série populaire populiste américaine avec des gros clichés racistes du genre le black de la série s'appelle Barracuda, il a une crête, porte des chaînes, et le cliché de la série, c'est que en général les mecs de l'agence touriste défendent la veuve et l'orphelin, donc les gens qui n'ont pas d'argent, et on essaie de les exproprier, et quand on leur met sous le nez le papier d'appropriation ou d'expropriation, Hannibal prend le papier, le donne à Barracuda, il fait Barracuda, et Barracuda mange le papier, hein, bien sûr, parce que c'est le black qui mange le papier. Bref, tout ça pour dire, parce que c'est un singe, évidemment, enfin, pour tout le monde c'est évident, je sais qu'on est tous d'accord, hein, mais voilà, c'est juste pour vous rappeler un petit peu qu'à l'époque, ils avaient de bonnes mœurs et de bonnes valeurs sociales, évidemment, bien meilleures que celles qu'on a aujourd'hui. Je parle même pas des féminazis, on est bien d'accord. Hein. Personne dans la vie ne choisit sa couleur, l'important c'est d'écouter son cœur. Bref, Stephen G. Cannell a donc essayé de trouver la formule, et à partir de The A-Team, il va la trouver en créant des séries qui sont vraiment des archétypes. Pas toujours c'est pas forcément des séries mauvaises, mais on va le voir de manière quasi omniprésente à la télévision, parce que en créant des personnages assez codifiés, des séries qui vont partir sur le principe que le héros revit grosso modo chaque épisode la même chose, parfois avec un fil rouge central, parfois pas du tout, qui n'évolue pas, hein, tout simplement, et ben il va taper dans le vrai. L'agence touriste, qui est une série qui va cartonner pendant 90 épisodes en France, Le Juge et le Pilote aussi, Rick Hunter, il y aura 154 épisodes, Stingray, c'est une série qui va beaucoup marcher en France alors qu'elle a que 25 épisodes, 21 Jump Street, vous en avez déjà entendu parler, et ben c'était aussi Stephen G. Cannell. Il y a aussi la mini-série Sonny Spoon, qui a fait connaître Mario Van Peebles en France. Vous avez la série Booker, qui est un spin-off de 21 Jump Street, qui n'avait pas marché à cause des problèmes de drogue du personnage principal, Richard Grieco. Mais vous avez compris le truc, je vais pas vous parler de toutes les séries. Et il va continuer comme ça, il va aussi faire Les Dessous de Palm Beach, qui va cartonner pendant quasiment 10 ans, Le Rebelle, dont je vous ai parlé, 110 épisodes. Bref, c'est un mec qui va grosso modo changer l'image de la série américaine en France en l'archétypant avec un personnage principal qui revêt les mêmes choses sur plusieurs épisodes, et l'idée c'était que grosso modo les héros de ces séries devaient pouvoir continuer sur des centaines et des centaines et des centaines d'épisodes en répétant une formule à chaque épisode. Ça va cartonner. Ça ne nous posait pas de problème au début des années 90. Il faut comprendre que je sais qu'en 2020 c'est un peu dingue de dire ça, mais effectivement ça ne nous posait pas de problème de regarder une série qui tournait en rond, littéralement. On regardait, on mangeait ça. Il y a encore des séries comme ça, il y a encore des séries qui font ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est beaucoup plus vertement critiqué, et on sent clairement qu'il y a un désir de renouvellement chez les gens qui est, je pense, d'un côté terrible, parce que ça amène les gens à consommer parfois peut-être trop vite, c'est vrai, ça a ce défaut-là, mais de l'autre, ça force aussi à écrire et à aller au bout des choses. Et je pense que c'est une bonne chose pour la plupart des séries de devoir aller vers une conclusion, aller vers un développement, aller vers quelque chose qui va avancer. Et à laisser le côté cyclique aux séries, je pense, de comédie, là où le comique de situation se prête très très bien. Je ne connais pas bien Brooklyn Nine-Nine, mais vous voyez un peu le genre, c'est dans ce type-là d'histoire. C'était quoi? C'était Oh, I Met Your Mother, c'est une série que j'ai pas aimée moi, mais j'avais vu plusieurs vidéos YouTube qui disaient la même chose, et je suis d'accord avec elle. La kryptonite de cette série, c'est que dans son pitch de départ, elle disait « Comment j'ai rencontré ta mère ?» Et donc finalement, la série devrait s'arrêter au moment où le personnage va rencontrer effectivement la mère de ses enfants, à qui il raconte l'histoire à chaîne épisode. C'est pas une série que j'aime, mais c'est une série qui s'est mis un rocher dans le sac, et qui a dû s'arrêter alors qu'elle cartonnait. C'est pas une série que la chaîne a demandé à arrêter. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est intéressant d'avoir cet exemple-là en perspective, parce que ça explique que Stephen G. Cannell avait grosso modo en tête comment dirais-je, qu'une série, ça pouvait aller très très loin, et que c'était dommage de ne pas financièrement le penser, ne pas l'assumer. Bref, vous avez compris l'idée. C'est un mec qui s'est fait beaucoup connaître comme ça, et qui est connu pour avoir grosso modo transformé les séries américaines, qui étaient jusque-là, je pense, plus
plus hiératique, il y avait vraiment des choses différentes, même si le principe du feuilletonnage et de la même intrigue par épisode revenait, on sentait régulièrement des envies et des intensités différentes. Je vous renvoie notamment à l'excellente série qu'est en train de faire Monsieur Mea sur la série Colombo. Il est en train de retracer l'histoire de la série Colombo, c'est passionnant. Et je trouve qu'on voit très bien les atourements d'une série dans ses références, les envies des créateurs, ce que la série arrive à être finalement, et ce que la diffusion aussi finit par imposer, ou le besoin que peut avoir les besoins du public, comment les besoins du public sont traduits par le diffuseur, le réalisateur, les créateurs de la série, pour que finalement on obtienne une série qui marche, ne marche pas, est réussie ou pas, mais qui, grosso modo, va devoir prendre en conscience tous ces éléments, parce qu'une série télé, au final, ça a pour objectif d'être suivi. Si l'audimat ne suit pas, si les gens ne suivent pas régulièrement, ça doit s'arrêter. C'est une forme audiovisuelle assez frustrante et assez violente, parce qu'elle est par définition basée encore plus fortement sur l'audimat qu'un film ou autre chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Bref, vous avez compris le délire. Je voulais vous parler un peu de Stephen J. Cannell, allez, ça tombait bien. Mais maintenant, on va parler un petit peu des Brigades du Tigre, parce que on est là, vous comprenez où je veux en venir. De toute façon, j'ai pas besoin de tout expliquer, je vais faire la conclusion tout de suite, c'est évident. C'est tout. C'est un cri de gueule. Oh non, mais remboursez de suite. C'est pas un cri mais quel escroc. Donc, Les Brigades du Tigre, c'est une série qui a réussi à tirer son épingle du jeu dans cette période vraiment difficile. Il faut savoir qu'il y avait aussi des séries françaises qui marchaient bien en parallèle, hein, mais je crois que Navarro était déjà là, mais par exemple, on avait des séries policières telles comme Commissaire Moulin ou autres qui marchaient vraiment très bien. Donc, les Brigades du Tigre n'étaient pas tout seuls face aux séries américaines. Mais c'était encore plus difficile, c'est pour ça que je vous le dis, d'exister. Et ils avaient existé en étant vraiment particuliers. Je pense que les gens ont pu oublier beaucoup de séries policières des années 80 en France, mais certainement pas les Brigades du Tigre. Parce qu'elle était vraiment unique dans son genre. Et cette unicité, et cette force de caractère, et cette capacité à faire un retour sur l'histoire, qui sont vraiment de très très belles qualités pour cette série, hein, j'insiste, même si je ne l'ai jamais revue, je trouve le principe déjà très intéressant, ont amené évidemment le désir d'une production de cinéma sur ce film. C'est donc Claude Desailly lui-même, créateur de la série, qui a vendu les droits d'adaptation au film Les Brigades du Tigre, sorti donc en 2006, réalisé par Jérôme Cornu. Alors, c'est un film qui s'est produit avec une certaine tranquillité. Il faut savoir que au moment où la série est produite, il y a un revival des adaptations françaises de séries et de choses comme ça. Et donc, on va avoir pendant un petit moment quelques films qui vont essayer de reprendre des séries des années 80. On aura donc eu Les Brigades du Tigre, mais on aura eu aussi en parallèle Arsène Lupin, que je n'ai pas vu, donc je ne vais pas en parler. Mais pas seulement, il y avait encore autre chose, maintenant ça me revient en tête. Bref, mais sur ces différentes tentatives, au final, si je dis pas de bêtises, ça va pas bien marcher. Arsène Lupin ne va pas marcher des masses, et Les Brigades du Tigre, malheureusement, non plus. Alors, pourquoi ? Pourquoi je pense un film qui est vraiment bien foutu et qui avait, je pense, respecté plutôt bien le principe de la série de base, pourquoi ça n'a pas marché ? Alors, quand je dis qu'il a respecté le principe de la base, il y a plusieurs choses qui sont, je trouve, assez indiscutables. La première chose, c'est que le trio du personnage principal, dont je vais parler après dans le casting, je trouve... Ils ont vraiment bien fait le taf et on arrive clairement à croire à leur alchimie à tous les trois. Ça a vraiment été un très très bon casting de blockbuster français. Les trois acteurs sont vraiment très bien ensemble. J'en parlerai encore après en détail. Le côté humour déplacé et légèreté est présent dans le film. Le côté retour sur l'histoire est clairement au cœur de l'intrigue. C'est clairement dans le film. Et la musique, la fameuse musique, est dans le film, elle a été intégrée, je trouve qu'elle rentre très très bien dans la narration, il n'y a pas de souci, aussi bien dans le générique de début que dans le générique de fin, c'est vraiment du très beau taf. Il y a tous les éléments, je caricature à peine, sur ce qu'était la série Les Brigades du Tigre. Du coup, pourquoi ? Eh bien, le premier grand changement, c'est peut-être là que le film a été clairement critiqué, c'est que ce n'est pas une comédie,
ce n'est pas un film léger. Le ton du global du film Les Brigades du Tigre est un ton historique sérieux, avec de l'humour dedans, mais globalement c'est très sérieux, assez violent, globalement assez spectaculaire, je reviendrai là-dessus, en détail après. Et visuellement, c'est la théorie que je trouve la plus intéressante sur l'échec commercial du film, c'est un film qui clairement a choisi de changer le ton, grosso modo, du film par rapport à la série. Et ça, je parle régulièrement d'adaptation, je vous renvoie à ma critique dernièrement, à The Good Post et à The Résumé sur Mulan, mais c'est un peu le même thème, c'est quand on adapte, ne pas garder le ton principal de la série, le ton principal de la série Les Brigades du Tigre était l'humour, il y avait du sérieux, mais globalement c'était léger. Là, clairement, le film ne l'est pas. Il y a de l'humour par moment, pas forcément drôle, mais il y en a. Mais c'est nappé constamment d'un sérieux qui fait des Brigades du Tigre un film franchement lourd, mais dans le bon sens du terme, assez pesant. Et là où moi j'y vois une qualité, il est possible que les gens qui étaient visés par cette adaptation, les fans de la série télé, n'ont pas du tout trouvé ce qu'ils venaient chercher. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que c'est le public qui clairement allait voir ce film. Faut pas croire qu'en 2006, quand on disait à des jeunes de 20 ans, moi j'en avais 25, alors c'est vous dire si j'étais jeune, oui je sais je suis un vieux machin, vous pouvez vous lâcher dans les commentaires. Bande de salopards. Non mais grosso modo, ça faisait pas fantasmer les gens qui avaient la vingtaine, hein. Moi j'avais un souvenir assez nostalgique de ça, et j'étais surtout intéressé de voir les Français faire une adaptation sérieuse en termes de production de la série. Mais au-delà de ça, je sais pas qui, à part les gens qui avaient aimé la série dans les années 80, allait aller voir ce film. Ce que tu dis n'a aucun sens. La news d'aujourd'hui, c'est donc, comme je le disais avant, Warner Bros. Qui a donc décidé que tous ces films, tous les blockbusters qui sortira dès cette fin d'année avec Wonder Woman, là je crois que c'est quasiment à Noël qu'il va sortir, et différents gros films qui sont vraiment très attendus l'année prochaine, que ce soit de Suicide Squad, moi j'attends énormément, mais surtout Dune, le Dune, dont j'ai oublié le nom du réalisateur, mon dieu, c'est terrible, voilà, ça ne me revient pas, de l'excellent réalisateur qui a notamment fait l'excellent remake, ou plutôt l'excellent remake suite de Blade Runner, oh là là, ça ne me revient pas son nom, bref, excellent réalisateur, Denis Villeneuve, pardon, donc le Dune de Denis Villeneuve, franchement, c'est un gros truc qui est supposé arriver dans cette année 2021, et donc, tous ces gros films-là, eh bien oui, Warner Bros l'a annoncé, ils vont sortir en streaming, seront accessibles en streaming. Alors si j'ai bien compris, au prix d'une place de cinéma ou un peu plus cher, le premier mois de sortie du film. C'est-à-dire que le film sera accessible pendant un mois, puis il ne sera plus. Ça pose énormément de questions. Alors j'ai plus de questions que de réponses pour ce sujet-là, mais on peut déjà commencer par le fait que c'était à attendre. Walt Disney n'allait pas rester la seule superproduction à s'attaquer au streaming des films. Walt Disney ressortant là pour Noël son Mulan, qu'ils avaient mis donc en disponibilité, je crois, un mois aussi, quand le film était supposé sortir au cinéma. Et donc le ressortent là définitivement sur leur site de streaming Disney+. Donc grosso modo, Disney n'allait pas être tout seul, il est évident qu'une autre grosse boîte allait être lancée, et donc Warner Bros arrive logiquement. Mais Warner Bros arrive quand même très fort en disant « ça va être notre principe cette année », on va le faire, et on y va à fond. Vous payez une place de cinéma pour voir un film chez vous. Donc c'est très fort comme pari, parce que ça pose plein de questions. Est-ce que ça va diluer les gens qui vont sortir en salle? Il faut bien comprendre que les multiplex de cinéma, ils gagnent pas d'argent sur la place de cinéma. Ils gagnent de l'argent sur le popcorn, hein, sur la bouffe et tout ça. C'est là qu'ils font du bénéfice. Donc si vous n'allez plus au cinéma, si vous achetez votre place chez vous, par définition, la bouffe du cinéma, walou. Donc le contre-coup financier pour le cinéma va être de toute façon sérieux. Ça, c'est clair. La question, c'est jusqu'à quelle proportion. Et je pense qu'on est un des tests. Ça, c'est ma petite théorie. Je pense vraiment que Warner Bros, c'est les grosses productions. Si le streaming se trouve, imaginons, à 1 spectateur sur 2, je peux vous dire que ça va se généraliser et qu'ils vont continuer. Mais si, comme je le pense, il y a un déséquilibre pour l'un ou pour l'autre, si par exemple il y a plus de spectateurs qui vont au cinéma que de gens qui vont louer le film,
puisqu'il s'agit d'une location, hein, on revient au bon vieux principe du bon vieux lecteur de DVD. Vous avez connu ça au milieu des années 2000, les distributeurs de DVD. Moi j'étais inscrit, j'avais une carte, je crois même qu'on m'a braqué 40 balles au final quand le truc a fermé, j'ai essayé de récupérer mon argent, c'était impossible, c'était un parcours du combattant monstrueux. Bref, je me suis fait escroquer avec le sourire, hein, c'était génial. J'étais étudiant, j'avais carrément pas le temps de courir après mon argent, donc c'était une horreur, et pourtant j'en avais besoin. Bref, tout ça pour dire, ces fameux distributeurs de DVD, moi j'étais à fond dedans, j'ai vu plein de films comme ça, pas cher entre guillemets pour l'époque, c'était plutôt cool. Le piratage de masse commençait, et finalement je me suis éloigné évidemment de ces différentes problématiques au profit d'un service gratuit, que je ne nommerai pas, qui s'appelle le piratage, mais tout ça pour dire, on reviendrait à une forme de location de film, mais qui disparaîtrait. Enfin, si j'ai bien compris, c'est vraiment, tu payes la séance, hein. Tu le payes, tu le regardes une fois, fin de l'histoire, tu peux pas le revoir. Si j'ai bien compris le principe. Donc c'est quand même très fort, hein, comme choix. À la maison, il peut arriver plein de trucs. Si vous êtes en train de mater le film et qu'il y a une coupure de courant, je sais pas encore comment ça se passe. Bref, il y a beaucoup de questions techniques déjà qui se posent. Et je peux pas faire le tour de toutes ces questions-là. Mais en plus, si demain il y a plus de gens qui regardent les films en streaming, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va arrêter les diffusions de cinéma? Ça veut dire qu'on est en train d'assister à la mort des multiplexes? J'insiste, hein, les multiplexes de cinéma, les petits cinémas aussi, mais les multiplexes, c'est clair que si les gens commencent à mater les blockbusters chez eux et à ne plus venir acheter le popcorn au cinéma, le manque à gagner va être monstrueux. Hein. Ça, c'est, on va rentrer dans des chiffres qui vont commencer à donner mal à la tête. Et en France, je reviendrai sur le cas français spécifique après de ça, puisque je vous ai déjà parlé de la place du cinéma en France, mais faisons le tour simplement pas le tour, mais restons un petit peu plus sur cette idée de Warner Bros. Et donc du blockbuster en parallèle. On va avoir clairement, quoi qu'il arrive, qu'il y ait plus de gens qui regardent chez eux ou moins, on va avoir un paysage de la diffusion cinéma qui va clairement se transformer. Il va chercher un nouveau modèle. Le truc cool, c'est que pendant un moment, ça va être un peu l'expérimentation. On va avoir des films pas chers, moins chers, des conneries. Il y a certainement un service de streaming à un moment donné, X ou Y, peut-être pas Disney, mais je dis n'importe quoi, HBO Max, qui est marié avec Warner Bros. Sur les diffusions notamment de films d'ici, qui va dire, écoutez, si vous payez tant, vous pouvez le voir 10 fois dans la semaine, c'est la grande promo. Vous voyez, je dis n'importe quoi, mais on va avoir ce genre de délire. Donc dans un premier temps, je pense que le spectateur peut être gagnant. Mais quand le système va commencer à se régenter, ce qui est dommage, c'est que ça risque d'être au prix du cinéma. Moi, perso, je pense toujours que le cinéma est une expérience qui mérite d'être vécue au cinéma. L'ampleur de l'écran, du son, le fait d'être dans une grande salle obscure, à partager quelque chose avec plus ou moins de spectateurs, c'est une expérience qui doit continuer d'exister et qui, à mon avis, est l'expérience de cinéma par définition. Je ne dis pas que mater un film chez soi, avec maintenant les nouvelles technologies et tout ça, ça peut être tout autant une projection de cinéma. Mais je pense toujours que pour la majorité des gens, un grand écran, c'est compliqué, ça fait du bruit. Il y a des voisins, il y a des... Vous voyez ce que je veux dire, on a de la famille, des enfants, on a le téléphone qui peut sonner, bref, on n'est pas autant... On risque d'être beaucoup moins dans le film qu'au cinéma. C'est pour ça que le cinéma, pour moi, reste un temple, entre guillemets. Mon terme est religieux, mais je pense que vous savez très bien que je suis converti à ça depuis un moment. Je parle bien assez longtemps de cinéma. Je sais pas à combien d'heures je dois être au total depuis que j'ai commencé le podcast, mais honnêtement, si je m'approche pas de la centaine. Ah si je m'approche de la centaine d'heures, ce serait pas si surprenant. Bref, tout ça pour dire, il y a quand même ce que permet le cinéma pour regarder un film reste unique encore au jour d'aujourd'hui. Attendons, hein, peut-être des choses qui vont arriver, la réalité augmentée va probablement changer les choses encore, puisque là il y a un jeu, notamment Mario Kart, qui est sorti en réalité augmentée, qui est pour moi la première réelle utilisation forte et commercialement viable de la réalité augmentée. Je vous laisse découvrir comment, mais grosso modo, vous achetez ce jeu et en fait vous avez une vraie petite voiture avec une caméra dessus qui va implémenter en direct sur votre console de jeu les obstacles que vous allez mettre sur le chemin. Vous allez créer un circuit chez vous et en fait ce circuit réel où la petite voiture va se balader avec la petite caméra que vous voyez sur votre Switch, puisque c'est sur la Switch de Nintendo, va créer un circuit avec les vrais éléments d'un Mario Kart dans le réel de votre salon. Donc les possibilités de jeu sont quasiment infinies là. Vous pouvez inventer des circuits dans tous les sens, de toute façon le jeu l'implémente. Et d'après ce que j'ai vu des premières critiques, ça marche et c'est très efficace. Ce type d'évolution de la réalité augmentée me pose forcément des questions sur ce que va devenir le cinéma. Est-ce que demain il n'y aura pas des séances de cinéma en réalité augmentée pour éviter les pandémies et ce genre de choses? Honnêtement, je pense que oui.
Et je pense que ce sera très performant. Bref, tout ça pour dire, on est à mon avis à un tournant technique à cet endroit-là. La réalité virtuelle aussi a franchi un cap et les prix commencent à descendre tout doucement, ce qui me porte à croire qu'il va y avoir des expériences de cinéma de plus en plus prochainement dans la réalité virtuelle, et je pense qu'on n'est pas loin du premier film, on va dire, de grand public en réalité virtuelle. Je pense que là, il n'y a pas 10 ans qui vont se passer avant qu'on en ait un. Même si ça va coûter cher, même s'il y aura peu de gens qui le verront, on va l'avoir. Et je parle pas d'un court-métrage, je parle vraiment d'un long-métrage, 1h30 en réalité virtuelle, totale, avec du 360. Je pense vraiment qu'on va bientôt y arriver. Bref, toutes ces évolutions-là me poussent à croire clairement que le streaming en direct et le blockbuster de cinéma qui sort au cinéma et qui est en direct streaming, c'est la première forme réelle de cette importance, et je pense qu'on va, dans pas longtemps, être confronté à des évolutions drastiques du cinéma. Mais le coup de Warner Bros vient de faire n'est pas une surprise, mais mine de rien, met un coup de pied dans la fourmilière. Tout le monde va devoir repenser la politique de ces blockbusters, et les grosses productions qui pour l'instant partent du principe qu'il faut attendre que la pandémie finisse pour faire du pognon comme ils le faisaient avant, je pense qu'elles vont avoir un temps de retard, si d'aventure. Moi j'ai tendance à le penser, pas parce que je suis pessimiste, parce que après un deuxième confinement, je ne peux m'empêcher de penser que des pandémies, on va être confronté plusieurs fois maintenant dans nos vies respectives, dans un avenir proche, en tout cas c'est ma sensation. Et du coup, ne pas s'adapter, ne pas chercher une nouvelle forme de cinéma ou une nouvelle forme de diffusion des films est, à mon avis, risqué, voire suicidaire. Ta gueule, les connards. Nadine Mouk, Nadine Babek. Et excusez-moi, je viens de me rendre compte que le micro était mal réglé durant cette première partie. Désolé, vous aurez un petit côté son en écho. Franchement, désolé, j'espère que ça vous dérangera pas trop à l'écoute. Heureusement, je m'en suis rendu compte au milieu, sinon ça aurait été une catastrophe. Bref, désolé pour cette qualité du coup sonore un peu moins bonne que maintenant, qui va être un peu plus propre. Désolé, excusez-moi encore. Bref. Je voulais juste faire un tout petit point sur le cinéma français qui va prendre une énorme claque dans la gueule, puisque si les blockbusters commencent à se diffuser majoritairement en streaming, il n'y aura plus de billets de cinéma vendus, et sur le billet de cinéma en France, il y a toujours une partie qui va au CNC. Que le film soit français ou d'ailleurs, il y a toujours une partie du coup qui va au CNC. Ça veut dire grosso modo que les milliers de sorties que font par an, les millions de sorties que font par an les blockbusters américains, c'est autant de milliers d'euros que le CNC ne touchera pas. Et ça peut être un coup terrible pour la production française, puisque je vous l'avais déjà expliqué dans d'autres podcasts, mais pour les petits nouveaux qui arrivent, il y a 40% en moyenne du budget des films français, aussi bien au cinéma qu'en documentaire, à la télévision et tout ça, aussi bien au cinéma qu'à la télévision, qui viennent du CNC. Hein. Le financement public du cinéma, c'est un énorme coup de pouce à la diffusion et à la production française, il faut en avoir conscience. Et donc si une des plus grosses mannes financières du CNC, c'est-à-dire les billets de cinéma, ne marche pas ou moins, c'est in fine toute la production française qui va prendre un coup, qui peut potentiellement prendre un coup dans la gueule. Donc autant dire... Alors, est-ce qu'il y aura des services de streaming où le CNC retouchera de l'argent ? Certainement. Mais ça ne changera rien sur le fait qu'il y a la partie du streaming que les blockbusters américains touchera, ils verseront rien au CNC, et c'est normal. Vous comprenez l'idée. Donc, est-ce que le cinéma français peut commencer à trembler ? Absolument. Absolument. Il y a de quoi. On verra ce qui va se passer l'année prochaine. Mais si, comme le pensent certains, le streaming va devenir le 50-50 des sorties cinéma, ça veut dire qu'il y aura 50% de moins, techniquement, de billets que ce que le cinéma américain donnait en termes d'entrée de cinéma en France l'année dernière. Je vous dis tout de suite qu'on n'a pas encore fini d'analyser, de poser des questions et de constater avec tristesse les coups de pied au cul que risque de prendre le cinéma français prochainement. Avec le temps tout s'en va. Alors, les brigades du tigre de Jérôme Cornuau. Alors, j'avais dit que je parlais de Jérôme Cornuau, j'ai oublié. Je vous en parle un petit peu quand même. Jérôme Cornuau, à la base, c'est un scénariste qui a commencé à se faire connaître, notamment en écrivant et en réalisant, je crois que c'était le film Bouge, qui était un film avec Ophélie Winter. Ophélie Winter, c'était une star de la chanson française de fin des années 90, début des années 2000. Voilà, qui a plutôt disparu depuis, je crois qu'elle a fait quelques télés, machin. Personnellement, pas quelqu'un qui a marqué, il me semble, la culture musicale, mais qui a eu son petit succès à son époque. Bref, c'était un film avec elle, si je dis pas de bêtises, sur sa chanson qui s'appelait Bouge. Donc voilà, c'était peut-être pas le meilleur démarrage, mais ça lui a permis de faire d'autres films après. Il a fait notamment une comédie d'amoureuse qui s'appelait Folle d'elle, avec Jean-Marc Barr qui faisait la tapette.
c'est un film qui, tu le sors aujourd'hui, c'est bon, il est blacklisté à vie, ce film. Je l'avais vu au cinéma avec ma copine de l'époque, et oui, je sais, c'est fou, mais c'est vrai. Et il m'avait laissé un petit peu hacker, hein. Franchement, c'était pas trop mon truc. Bref. Donc, pas des grands films jusque-là, jusqu'à ce qu'il participe notamment à la co-réalisation du film Need Gap de Florent Emilio Seri. Excellent huis clos, très 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 inspiré de Assaut de John Carpenter. Donc je vous conseille de voir tout simplement Assaut de John Carpenter, Assaut sur Central 13, le remake de Florent Emilio Seri, de Jean-François Richer, qui est vachement bien, qui est un très bon remake, et Need Gap, qui est un film qui arrive dans la même période, si je dis pas de bêtises, que Assaut que le remake d'Assaut, et qui est franchement basé sur le même principe, qui est franchement sympathique. Il faudrait que je le revoie, que je vous fasse une critique de ça. Si vous voulez que je fasse une critique de Need Gap, n'hésitez pas, c'est un film que je trouve vraiment très intéressant. Et Florent Emilio Seri, un réalisateur que je trouve toujours intéressant à suivre. Bref, donc il a co-réalisé, il a été, dans les réalisateurs de seconde équipe sur Need Gap, ce qui est une vraie réussite, et donc il a réalisé Dissonance, que je n'ai pas vu, puis des téléfilms avant de se voir octroyer les moyens de réaliser Les Brigades du Tigre, et depuis Les Brigades du Tigre, qui a donc été un semi-échec, il a réalisé quelques téléfilms, quelques films et téléfilms, mais j'ai surtout vu de lui la saison 2 notamment de Maison Close, et je trouve qu'il a encore fait de l'excellent travail sur cette série, avant de travailler aussi sur la série qui avait pas forcément très bien marché, Guyane, mais qui avait eu son petit succès. Et dernièrement, il a refait un long métrage qui s'appelle Le Général, mais je ne l'ai pas vu. Bref, un réalisateur qui a eu une carrière un peu en dents de scie, je trouve. Si vous comparez Bouge ou Folle d'Aile aux Brigades du Tigre, ça fait un peu mal, c'est beaucoup moins intéressant, je trouve. Mais bon, voilà, c'était aussi une réalité. Je pense qu'il a été malin. Réaliser Bouge, ça lui a permis de réaliser un film. Folle d'Aile, c'était une comédie, et Dieu sait qu'en France, quand tu travailles sur une comédie, pour peu que tu aies un acteur connu dedans, non seulement elle va marcher, mais en plus, comme c'est des films qui coûtent en France pas cher, c'est encore plus simple. Bref. Et donc Jérôme Cornio a donc réalisé ce film, Les Brigades du Tigre, sans en écrire forcément le scénario. Le scénario étant laissé à Fabien Nury et Xavier Dorizon. Fabien Nury et Xavier Dorizon qui auront essentiellement travaillé ensemble en tant que scénaristes sur notamment Les Brigades du Tigre, puis sur le film Pourquoi j'ai tué, que je n'ai pas vu. Et Fabien Nury continuant en tant que scénariste sur la série Guyane, alors que Xavier Dorizon travaillant lui notamment sur des bandes dessinées dernièrement. Bref, donc ils n'ont pas fait grand chose après, et c'est dommage parce que je trouve que le scénario des Brigades du Tigre était plutôt réussi. Je reviendrai là-dessus, je voulais vous en parler parce que je trouve ça un peu triste. Je trouve que c'est peut-être que c'est à cause de l'insuccès du film, mais c'est des scénaristes dont j'aurais aimé revoir le travail plus tard. Bref, c'est donc Jérôme Cornio qui s'est retrouvé les mains sur les manettes des Brigades du Tigre, projet par définition qui avait de gros espoirs, puisque 18 millions d'euros pour un blockbuster français, c'était pas mal du tout, mais qui arrivait 2 ans après, donc je vous en ai parlé avant, Arsène Lupin, qui lui avait eu 20 millions de budget et qui en avait ressorti que, je crois, 6 000 ou 7 millions au box-office, donc une perte sèche assez violente. Là où les Brigades du Tigre va connaître un destin finalement similaire avec 17 millions de budget pour un blockbuster global, un box-office global de, si je dis pas de bêtises, un peu moins de 10 millions d'euros. Bref, 2 adaptations de séries télé françaises d'époque et 2 échecs. Je reviendrai là-dessus parce que je pense qu'il y a de quoi faire une relation. Parce que oui, Les Brigades du Tigre, le film, eh ben c'est bien mieux qu'on ne le pense. Fourmi, formidable. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par le casting parce que une grande partie du charme de la série télé était basée sur le casting. Et là, franchement, le casting des Brigades du Tigre est un vrai petit bijou, je trouve. Clovis Cornillac, on ne le présente plus, qui joue le commissaire Paul Valentin, et ben tout simplement avec sa gouaille parisienne, mais avec aussi ce regard qu'il a, il sait avoir un regard fort, intense, il sait avoir ce côté franchouillard qui fonctionne très très bien, je trouve, dans le rôle. Il sait en même temps être déterminé, être rusé, être malin, être aussi ému, mettre vraiment de l'émotion. Bref, Clovis Cornillac dans ce film, je le trouve brillant. Je trouve que c'est un excellent Paul Valentin et j'aurais beaucoup aimé le voir dans une suite dans le rôle. Il est très 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 bien accompagné par Olivier Gourmet qui prend un accent périgourdin plus que crédible, accent du Sud, l'accent de Marcel Terrasson, et je trouve qu'il est excellent dans le rôle. Il a ce côté costaud comme ça, gros mec balèze, gentil, au grand cœur, enfin vraiment classique, mais qui va pas hésiter à te casser la gueule, à te péter les dents s'il le faut. Et je trouve qu'il est absolument
parfait aussi dans le rôle, c'était l'excellent casting du moment, même si son rôle est par définition plus lisse, hein, le personnage étant plus lisible. Et alors la claque, je trouve, de ce casting, c'est Édouard Baird. Édouard Baird dans le rôle de l'inspecteur Pujol, personnage ambigu, qui navigue comme ça, qui a sa compagne, c'est une prostituée. Lui, grosso modo, il gère les paris. C'est visiblement un flic qui a des méthodes assez sales, mais qui, pour une raison que le film n'explique pas forcément, est vraiment un mec sur qui Paul Valentin compte, mais qui montre aussi des phases de la France de cette période-là qui est moins cool. On sent clairement qu'il a un côté raciste, un côté, irrespectueux façon, à la police, aux autres membres de l'équipe, de l'irrespect qui va clairement vers la domination, le sadisme, une forme de racisme rentré. Bref, ça ne rend pas le personnage désagréable, mais ça le rend clairement ambigu, par moments franchement flippant et franchement connard. Et Édouard Baird joue tout au premier degré avec une intensité que je trouve absolument impressionnante. Il sait vraiment être menaçant, violent. On sent clairement que c'est quelqu'un qui a tué, qui a torturé, qui a fait des sales choses. Et je trouve que tout vient du fait que Édouard Baird est clairement et flippant, et extrêmement prétentieux, et raciste, et en même temps malin, et en même temps clairement un mec sur qui tu peux compter, un mec qui tient debout, quoi. L'apothéose étant dans une scène de combat à l'épée où il est juste excellent. Je reviendrai là-dessus quand je parlerai un petit peu de la mise en scène. Bref, trio de casting, mais 4 étoiles, c'est impeccable. Je ne comprends pas que les gens qui ont vu le film n'aient pas demandé à voir une suite avec ces 3-là, parce que ils sont excellents. Ils sont juste excellents, et je trouve qu'il y a une alchimie entre 3 qui est impeccable. Moi, je crois tout de suite, hein, quand Olivier Gourmet il dit « Oh là là, Pujol, petit overall », et t'as Édouard Baird qui répond « Terrasson, tête de con », je trouve que ça marche très bien. Je sais pas pourquoi, mais je trouve j'aurais du mal à aller plus loin que ça pour vous expliquer, mais il y a vraiment, à un moment donné, dans leurs interactions, l'impression que ça fait des années qu'ils se connaissent et que c'est des mecs sur qui se lâcheront jamais, quoi. Et ça, franchement, c'est impressionnant parce que le film leur laisse pas tant de temps que ça, l'intrigue politique étant très forte. Pour compléter ce casting, on a Stefano Accorsi, qui est un acteur italien qui a réalisé d'autres films aussi, qui a joué dans d'autres films en France notamment, qui est vraiment un très bon acteur, je trouve. Qui a joué notamment dans le film Tous les soleils, où il s'est fait beaucoup connaître avec ce film. Mais je trouve vraiment que dans le rôle de l'inspecteur Achille Bianchi, l'Italien installé en France et donc qui subit bien sûr du racisme, qui est un peu ballotté entre son devoir et un peu l'attitude de la brigade mobile, et qui en plus le petit nouveau qui vient d'arriver avec grosso modo dans l'attitude Valentin qui le teste, qui attend de voir ce qu'il vaut, Terrasson qui est un peu qui dès qu'il commence à l'aimer il l'aime à fond, mais s'il pense qu'il est un traître il lui pète la gueule. Et en face, t'as Édouard Baird qui est clairement le personnage de Pujol, qui est clairement raciste, qui abuse de lui en le faisant faire des fausses tâches, en lui faisant un bizutage franchement très limite. Bref, Stefano Accorsi face à ça est vraiment très bon. On sent vraiment le mec digne, intelligent, qui essaie de se faire sa place, mais qui est pas non plus un idiot qui va se laisser marcher sur les pieds, mais qui sent clairement qu'il doit apprendre. Et je le trouve très bon. Il est impeccable de bout en bout dans le film. Et pour compléter ce casting, on a encore du lourd avec mon copain Jacques Gamblin dans le rôle de Jules Bonneau. Si vous ne connaissez pas l'histoire de la bande à Bonneau, le film le traite un petit peu, mais je vous conseille bien sûr de vous y intéresser. Et Jacques Gamblin est excellent dans le rôle de ce mec qui s'est retourné grosso modo contre l'establishment et qui est coincé, hein, tout simplement, avec sa gueule bien française, bien marquée. Jacques Gamblin, acteur que j'aime beaucoup et qui apporte beaucoup au rôle où il est. Je me souviens notamment d'un petit rôle qu'il avait d'un rôle secondaire qu'il avait dans le film À la petite semaine de Sam Carman, qui joue un mec un peu bête comme ça, qui va faire un décasse parce qu'il veut aider sa mère, quoi, grosso modo, et qui se trouve à participer à une activité théâtre où il est incroyable, où il est excellent, mais qui n'arrive pas à y croire du tout. Il y a sa copine qui essaie de le pousser à jouer, et lui il y croit pas des masses, mais il est très bon. Et il joue très bien les deux facettes, l'excellent acteur et le mec un peu bené, un peu franchouillard aussi, qui dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, de toute façon je vais pas perdre du temps à faire la tapette sur les planches. Bref, Jacques Gamblin. Et là dans le rôle de Jules Bonneau, il est très très bon. Il a vraiment une intensité dans le regard, une malice. Dans le peu de scènes qu'il a, il est vraiment très bien. Casting qui finit de se compléter, notamment avec Diane Kruger dans le rôle de la princesse Constance Bolkonski,
qui est très très bonne dans le rôle, je trouve. C'est un de ses meilleurs rôles, qui sait vraiment jouer ce côté dramatique, la princesse coincée face au prince qui est une horreur, qui est un monstre, et qui essaie de le faire tomber à tout prix. Je vous spoile rien puisqu'on le sait dès le début, et qui est coincé comme ça dans une sorte de contre-espionnage, et qui doit faire un choix à un moment donné entre aller au bout de sa rébellion, quitte à faire mourir des innocents, ou réussir grosso modo à garder les mains propres malgré le combat politique qu'elle mène. Bref, c'est très très efficace, et il y a tout un casting de second rôle qui est aussi excellent. Léa Drucker dans le rôle de Léa, la prostituée protégée par Pujol, et qui est vraiment excellente, la copine de Pujol, et qui est vraiment excellente dans le rôle puisqu'elle joue un petit peu comme ça la prostituée française de l'époque, mais je trouve qu'elle en rajoute pas trop, on y croit complètement, elle est vraiment très bien dans toutes les séquences où elle est. On a aussi Gérard Jugnot dans leur chef, le rôle du commissaire Fèvre, qui a une petite phase, grosso modo, blague, humour un petit peu, mais pas trop, et qui joue très bien le rôle au premier degré. Bref, je vais pas venir sur tout le casting, mais vous comprenez, les principaux sont excellents et les seconds sont très bien tenus. On y croit tout de suite à cette France du début du siècle. On admet ou pas, quand on va suivre le côté un peu franchouillard de la manière dont les personnages se parlent, mais je trouve que ça a été une très bonne idée de coller avec l'éventuel racisme, l'éventuel malaise aussi politique de l'époque. Je vais en parler un peu plus après dans le scénario, mais bref, la seule chose que je peux dire sur ce casting, c'est chapeau bas, parce qu'ils ont fait un excellent travail de mise en scène, de travail de jeu d'acteurs, et les acteurs ensemble, et je reste encore stupéfait du peu d'intérêt que ce film provoque encore au jour d'aujourd'hui, quand je vois une telle qualité d'acting et de choix d'interprétation. Toi, tu me ranges ce couteau et tu fermes ta gueule. Le deuxième point fort de ce film, c'est la mise en scène. On a un travail sur les décors qui est impeccable. La reconstitution, on y croit. On a ces fameuses voitures dont je parlais du début du XXe siècle qui sont très bien portées par le film, notamment quelques scènes de poursuite vraiment très bonnes. Et une mise en scène qui, je trouve, est au service de l'histoire avec beaucoup d'ampleur. On a notamment le fameux moment où Jules Bonneau est coincé et attaqué par la police, où il y a vraiment plusieurs plans larges qui ont vraiment beaucoup de classe, avec la police qui se pose autour de cette grande grange là, qui est dans une sorte de semi-pente, et on a des plans larges comme ça qui font vraiment tableau tableau je perds mes mots, tableau classique, ou tableau du début du 20e siècle, donc du Salon des Refusés. Il y a un petit côté Manet, si vous connaissez un petit peu, je vous laisse aller voir Le Déjeuner sur l'herbe notamment, vous verrez un petit peu ce que je veux dire, et c'est très très beau et très réussi. On a notamment, c'est un moment très dramatique du film, puisque le personnage de Bono meurt, et ça a une vraie importance dans l'histoire, et on a notamment une fusillade qui est violente, avec du sang, des mecs qui se font tirer dessus, des explosions quand Bono se jette par terre, et qu'il y a qu'il est coincé dans cette grange, et qu'on lui tire dessus de tous les côtés. C'est vraiment très efficace, très intense comme séquence, très réussie. La poursuite, plutôt dans le film aussi, qui est vraiment réussie, avec plusieurs croisements de tension, notamment Bono qui est d'abord poursuivi, puis Valentin qui lui tombe dessus, qui commence à le poursuivre. Je veux pas spoiler ce qui se passe, mais je trouve que c'est aussi très bon. On a grosso modo un moment donné un match de boxe de savate française entre Terrasson et un représentant de la police, qui en fait est joué par Alain Filgraz, chorégraphe des cascades sur le film. Alain Filgraz qui a notamment été aussi chorégraphe des cascades sur Babylon AD, oui, l'Arlésienne, sur lequel je vous ai dit que je sortirais une vidéo cette année 2020, et ben ce sera pour 2021. Ouais, je sais, c'est dingue, mais c'est vrai, je suis désolé. Il y a beaucoup de choses qui se sont créées entre temps. J'ai créé les vidéos de résumé, donc voilà. C'est pas pour tout de suite. J'en suis vraiment désolé. Mais voilà, Alain Filgraz, qui est un vrai bon coordinateur de cascade et de scène de combat. Et la scène, je trouve, c'est une scène de boxe française tout à fait réussie, qui est bien cutée pour continuer à être efficace et qui raconte quelque chose. Bref, c'est une scène de baston impeccable, encore une fois. Pas parfaite, mais impeccable dans sa mise en scène. Je trouve il n'y a vraiment rien à acheter, c'est relativement vraisemblable, c'est efficace, ça a de l'impact et ça raconte très bien l'histoire, ça ne la quitte jamais, au profit de pirouettes et autres cascades. Bref, c'est du grand travail, hein, ce film. Et la séquence de fin, la fameuse évidemment action de fin, avec ce fameux duel à l'épée où Edouard Baird clairement a bien travaillé. Alors le duel est légèrement cuté,
un tout petit peu trop, maintenant que je l'ai revu, mais ils ont réussi à donner une classe, et notamment les choix d'interprétation et le choix de mise en scène sur le personnage de Pujol fait que cette séquence est absolument géniale, et je veux pas spoiler comment. Enfin, quand je dis qu'elle est géniale, faut m'entendre, c'est pas par son grand spectacle qu'elle est géniale. Elle est géniale par la classe qu'elle arrive à donner au personnage, le poids qu'elle arrive à donner à ses actes, et tout ce qu'elle raconte du personnage sans qu'il ait besoin de le dire. Et ça, c'est vraiment très 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 réussi. Quand la mise en scène fait ça, quand elle arrive à ce niveau-là, eh ben je suis désolé, ça met des coups de pied au cul, c'est tout, c'est comme ça. Hein. Un grand coup dans ton cul. Le scénario des Brigades du Tigre fait un petit peu mal. Oui, j'ai oublié de faire le pitch. Oh là 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 là, j'ai oublié de pitcher. Alors ça, mais alors là, mais alors ça. Tu vas avoir des gros problèmes. Non mais c'est pour expliquer le discours. Donc en 1907, la belle époque, comme disent les Français, hein, les bons franchouillards qu'on est, n'est-ce pas Jean-Marie, Georges Clemenceau, qu'on avait surnommé à l'époque le Tigre, fonde donc la brigade mobile, une sorte de police motorisée, avec ses fameuses voitures bien sûr, et donc elle est vite appelée, surnommée la Brigade du Tigre évidemment, en référence à Georges Clemenceau. Et donc, nos amis en 1912 essayent d'attraper Jules Bonneau, qui est donc un anarchiste, qui a priori aurait des envies politiques, puisqu'il voudrait faire échouer notamment la triple entente, cette entente entre la France, les Russes et les Britanniques, qui allait bien sûr s'opposer à la triple alliance entre les Italiens, les Allemands et je sais plus qui. Donc la guerre, grosso modo le début de la Première Guerre mondiale. Et donc Jules Bonneau essaie grosso modo de s'opposer à cette triple entente, notamment parce qu'elle vole des emprunts français, je vous laisse découvrir comment dans la narration. Et donc nos amis avec Claude Valentin se retrouvent à devoir arbitrer grosso modo cette opposition entre la police, Jules Bonneau, et des intérêts politiques sombres liés à la Russie et à la princesse Bolkonski, qui elle, de son côté, est en relation avec Bonneau et essaye donc de faire tomber son mari, le prince de Russie. Tout ça sur fond d'une Première Guerre mondiale qui ne demande qu'à éclater. On n'est pas bien? Si. Paisible? À la fraîche? Décontracté du gland? Donc, oui, les Brigades du Tigre est une adaptation fidèle de la série, dans le sens où notre trio de tête a une belle alchimie au travers de l'histoire. Oui, il y a de vrais retours sur l'histoire et directement et frontalement dans la narration. Et oui, la musique est là, les fameuses brigades mobiles, les fameuses voitures emblématiques de la série sont présentes dans le film. Mais voilà, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que dans le scénario, il y a ce choix à un moment donné de faire vraiment du cœur de l'histoire. L'enjeu principal de l'histoire, c'est l'engagement. Comment on se bat ? Comment on se bat en tant que flic quand on n'est pas d'accord avec sa hiérarchie? Comment on se bat en tant que princesse quand on n'est pas d'accord avec son prince et qu'on veut s'y opposer? Jusqu'où s'arrête, jusqu'où va l'action révolutionnaire? Quelles sont ses limites? Et quelles sont les conséquences pour tous les gens qui gravitent autour de ces mouvements radicaux, aussi bien au niveau de la corruption qu'au niveau d'un petit flic qui est embarqué dans cette histoire sans le vouloir. Bref, vous avez compris, on rigole pas beaucoup dans les Brigades du Tigre. Il y a une certaine légèreté, il y a quelques petites vannes marrantes, mais globalement, le film baigne dans une ambiance sombre, lourde. La Première Guerre mondiale, bref, c'est pas un sujet sur lequel on rigole. Voilà, tout le monde s'appelle pas un mec qui parle trop à faire des vannes pourries sur Nuit et brouillard. Hein, voilà, un petit peu de décence, s'il vous plaît. La décadence est en marche. Ce choix scénaristique est cool parce que d'un côté, ça permet à l'histoire d'avoir tout le temps un fond comme ça extrêmement lourd, et comme les acteurs sont très premier degré, ça marche. Et notamment la relation entre Valentin et la princesse Bolkonski étant marquée par cette histoire de fond, il y a un sérieux, une lourdeur dans le bon sens du terme, une dureté dans ce qu'ils doivent vivre, dans ce qu'ils doivent se dire, qui fonctionne bien et qui porte très bien le côté dramatique, opératique même du film. Je me permets du coup de spoiler une légère partie où la princesse Bolkonski raconte l'histoire d'Ivan le Terrible au commissaire Valentin, et on le voit directement jouer à l'image, la pièce de théâtre que la troupe est venue présenter, et le film le joue complètement pour illustrer l'histoire d'Ivan le Terrible, séquence expressionniste en diable qui fait clairement référence au cinéma expressionniste allemand et qui est vraiment cool pour le coup. J'aime beaucoup cette séquence, elle est très sympa, et qui est clairement aussi une manière de constamment mettre le film sous cette chape de plomb d'une histoire avec un grand H lourde et qui est à l'aube de vivre une catastrophe, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale. Ce choix-là rend le film, je trouve, de mon point de vue, très intéressant à lire, très intéressant à suivre, et
particulièrement fort dans ce qu'il a à dire. Le problème, c'est que, du coup, l'humour qui visiblement plaisait beaucoup dans la série originale, là, faut le chercher. Là, j'avoue que si t'as envie de rigoler, c'est pas pour tout de suite, là. Non, je l'avoue. Enfin, si, tu vas rigoler. Tu vois, un peu comme sur Nuit et Brouillard, là. Tu sais, quand tu vois. C'est le film là où t'as des mecs qui sont tout maigres, et on les balance comme ça dans des fosses, et ils sont tous les uns sur les autres à poil et tout. Ils ont dû trop rire au tournage. Franchement, les effets spéciaux, excellents, quoi. Mais en soi, ça va pas! Mais c'est juste insupportable! Arrêtez! Donc, oui, c'est clair que le film n'est pas léger, n'a pas ça, et je pense que les fans de la série n'ont vraiment pas dû apprécier. Moi, perso, quand j'ai vu le film en 2006, il faut se remettre un petit peu dans le contexte. Au niveau super-héros, ce qui cartonne, c'est The Dark Knight. Enfin, c'est Batman Begins, quoi. Je crois que c'est The Dark Knight qui sort en 2006. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un sérieux dans les films de grands spectacles. En fait, il colle bien à cette période-là, les Brigades du Tigre. Mais je pense que les gens qui allaient voir les Brigades du Tigre n'allaient pas voir des films aussi sérieux. Je le pense. Et je pense que c'est une raison qui fait que le film a clairement perdu du public et n'a pas pu, grosso modo, conserver un public au-delà de ça. Parce que sinon, je vois pas. Franchement, dites-moi ce que vous pensez du film. Si vous pensez que c'est un film lambda, je pourrais l'entendre. Mais en termes d'ampleur de mise en scène, je suis pas d'accord. Je ne le pense pas du tout. Et je pense même que le scénario est extrêmement intelligemment intriqué entre histoire d'amour et histoire politique, et les deux se croisent très très bien jusqu'au dernier moment du scénar. Du coup, il n'y a pas grand chose que je peux critiquer dans ce scénario, à part le fait qu'il se prend au sérieux. Mais pour moi, ça fonctionne, donc c'est très bien qu'il se prenne au sérieux. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ouais, je sais, je viens de passer une critique d'1 heure à vous dire que je comprends pas pourquoi ce film n'a pas marché, et j'arrive au bout en vous disant toujours je comprends pas pourquoi ce film n'a pas marché. Ouais, des fois on tourne un petit peu en rond, mais c'est la vie. Mais non, mais c'est peut-être aussi que j'attends votre point de vue, les amis. Vous l'avez vu, vous en pensez peut-être autre chose. Dites-moi. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto. La question est vite répondue. Oui, cette semaine, je vous ai dit, je suis un petit peu autour de mon nombril, encore un peu plus que d'habitude, puisque j'ai eu la chance, et je les en remercie beaucoup, la page Instagram Cinéma Vie m'a proposé de manière très très sympathique, parce que on a discuté simplement sur un film sur Bird Box notamment, film sur lequel je vis un peu le même paradoxe que sur les Brigades du Tigre. Je ne comprends pas que le film soit sous-estimé. Je dis pas que c'est un chef-d'œuvre, mais je trouve qu'il est sous-estimé. Je trouve qu'il est mésestimé, vraiment, pour le coup. Bref. Et donc, après un petit échange, ils m'ont proposé, de manière très gentille, de faire un petit post sur leur page Instagram. Alors, pour que vous sachiez un petit peu comment ça marche, c'est une photo du film, et puis vous avez une petite critique très, très synthétique, avec une note, donc voilà, et qui ouvre à débat, qui permet d'avoir un avis rapide et synthétique sur un film. Voilà, c'est une page hyper intéressante et très efficace. Il y a beaucoup de critiques déjà postées dessus, donc n'hésitez pas à aller voir si vous cherchez des petites critiques synthétiques. Ça s'appelle Cinéma Vie, et de toute façon, je suis abonné à la chaîne, donc vous pouvez regarder dans mes abonnements Instagram. Eux sont abonnés à la mienne aussi, je leur en remercie beaucoup, c'est très gentil. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et donc je vais sortir aussi une critique synthétique des Brigades du Tigre pour ceux d'entre vous qui n'ont pas le courage d'écouter cette logorée interminable et insupportable qui va vous lécher, mouiller vos oreilles. Ça suffit. Donc n'hésitez pas à aller voir bien sûr ma petite critique un peu plus synthétique. C'est un nouvel exercice pour moi, hein. Je les ai prévenus, c'est pas mon style d'écrire peu ou de parler peu. Je pense que vous êtes tous d'accord. Un mec qui parle trop, c'est du premier degré, les gars. Mais ça me permet aussi de vous redire que je vais sortir le podcast cette semaine et la petite critique sur Cinéma Vie. Mais vous aurez le droit, bien sûr, la semaine prochaine à votre épisode de The Résumé. Et je me permets aussi une petite bullette ici pour vous dire que je vais essayer, avec un peu de chance, de vous sortir un petit format pour les fêtes, spéciales fêtes, qui s'appelle 1 minute un film, où je reviendrai un petit peu sur les films qui m'ont plu cette année, qui m'ont posé des questions, ou simplement des sujets qui se sont passés dans le cinéma. Donc j'espère que je vais réussir à les faire. J'aimerais vous en faire assez pour les 2 semaines de vacances, donc on va dire entre 10 et 14 épisodes. Ça va être compliqué, je sais pas si je vais y arriver. Ce sera un petit format d'une minute qui sera sur Instagram, normalement Facebook et YouTube, je devrais les mettre partout. Mais voilà, je ne vous promets rien. J'espère y arriver, on va croiser les doigts et j'espère que ça vous plaira. Voilà. C'était de la pub hyper égocentrée, auto-centrée, donc maintenant revenons vers le vrai sujet, parce que purée, c'est pas possible, c'est interminable comme d'habitude. J'en connais un qui sera jouasse, mon enfoiré. Tu comprends ? En conclusion, comment conclure ?
J'ai déjà dit ce que j'en pensais, le scénario est excellent, le casting est excellent, la mise en scène est vraiment très bonne. Pas excellente, mais très bonne, elle est globalement d'une grande efficacité. C'est, je trouve, une bonne adaptation. Mais voilà, le vrai bas qui blesse, c'est qu'effectivement, dans ce film, on va pas retrouver ce côté, cette légèreté, ce charme suranné qui faisait la série. Et du coup, est-ce que c'est une bonne adaptation ? Oui, c'est une adaptation mis au goût du jour, c'est une adaptation singulière. Vous savez très bien que de mon point de vue, il vaut mieux que ce soit singulier. J'ai eu beau critiquer le Mulan de Niki Caro, j'ai accepté une chose dès le départ, c'est qu'elle a tenté quelque chose de singulier et que je n'aurais jamais aimé retrouver le même dessin animé en live. Ça m'aurait pas intéressé quand je parle de Mulan. C'est la même chose, je pense, pour vous, fans des Brigades du Tigre. Ne détestez pas ce film parce que vous avez tort. Ce qui est important, c'est que on vous propose un vrai regard singulier sur une œuvre. C'est ça dont vous avez besoin. Que vous aimiez ou que vous aimiez pas, c'est un cadeau. Le pire, c'est le côté indolore de dire ouais, c'est bien adapté. Et rien. Et on a oublié. Le pire, c'est vite vu, vite oublié. Je pense qu'on n'oublie pas ce film. Peut-être parce qu'on ne l'aime pas. Mais je l'ai vu plusieurs fois. Je l'ai revu là pour les besoins de ce podcast. Et je reste catégorique. C'est un film qui a plus de qualité que de défauts. Et j'ai même du mal à sortir des défauts, je trouve vraiment qu'il est bien. Alors le deuxième défaut que j'ai pas parlé avant, que je pourrais éventuellement entendre, au-delà de ce choix de changement d'humeur par rapport à la série, qui a dû clairement faire fuir les fans, c'est le côté franchouillard, quoi. C'est le côté accent, le côté hyper raciste du personnage de Pujol et qui est joué frontalement, qui n'était pas dans la série à la base. Bref, ce côté contexte vraisemblable du début du XXe siècle, avec l'importance de la Seconde Guerre mondiale, avec l'importance des mots, avec ce côté, cette morgue qui fait que les personnages échangent des dialogues qui sont souvent très lourds de sens. Ouais, je comprends qu'on puisse ne pas aimer, se dire non, ça se prend trop au sérieux, mais je trouve que le film, dans son contexte historique et dans ce qu'il raconte, et dans son thème principal, c'est-à-dire cette histoire d'amour qui va complètement se cristalliser autour d'un fait historique avec un grand H, et qui va donc jouer un parallèle, clairement, entre un monde qui veut créer de la démocratie, mais qui du coup ouvre aussi la porte à de la saleté, à de la corruption, à toutes les limites de la démocratie, de la liberté, face à un monde qui quelque part veut changer les choses de manière radicale, mais qui ouvre du coup aussi la porte à un radicalisme meurtrier, et donc la porte à une forme de fascisme, de toutes les dérives du radicalisme politique. Et l'histoire centrale du film, que je ne spoilerai pas, tourne complètement autour de ça. Les personnages s'interrogent sur leurs engagements sans arrêt et le font très très bien. Bref, dites-moi pourquoi vous n'aimez pas Les Brigades du Tigre, je comprends pas. Je dis pas que c'est un film qu'on doit adorer, mais l'aimer bien, ça me paraît être un minimum. Voilà. Alors, puisque vous l'aimez pas et que je trouve ça scandaleux, vous allez tous m'envoyer vos numéros de téléphone et on va tous se retrouver pour faire, pour calmer cette vague agressive. Il faut qu'on retrouve de l'amour entre nous tous. Vous savez très bien que cette pandémie nous a fait du mal. Alors, je sais que vous êtes à peu près 130 à me suivre sur la chaîne YouTube actuellement. 130 personnes pour une petite fête entre amis improvisée, un apéritif mélange-poil. Ça me paraît pas du tout trop, hein. Ben voilà, on sait ce qu'il nous reste à faire. À bientôt. Et puis voilà. Hein ? Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Tu pensais que ce serait tabou. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou.